des chaussures de ville, hein, ou même des baskets. Et donc, ce refuge, eh ben, ils arrachaient les planches, ils arrachaient les portes pour pouvoir se chauffer. Donc, quand on a, aux alentours des années 60, on a décidé, toute une équipe, de reconstruire ce refuge. On n'avait pas beaucoup d'argent, bien entendu, nous on n'en avait pas. Et les dommages de guerre avaient accordé 4 millions de centimes de francs en 1948, ce qui faisait pratiquement rien en 1974, 75, 76. Et le Touring Club nous a redonné la même somme. Ça nous a tout juste payé l'hélicoptère. Donc pendant 2 étés, 76 et 77, plus d'une centaine de montagnards, dont beaucoup sont là aujourd'hui. Une centaine de montagnards se sont succédés. Bien entendu, ils avaient 40 ans de moins, mais se sont succédés pour reconstruire ce refuge, c'est-à-dire pour d'abord reconstruire les murs qui étaient tombés, puis ensuite refaire le toit, ce qui fait qu'il a été sauvé. Et puis petit à petit, d'année en année, il s'est agrandi. Et c'est la même époque où on ressentait le besoin, nous avions 25, 30 ans, de mettre en valeur notre patrimoine, de retrouver la mémoire collective, l'histoire des anciens. Certains l'avaient fait avec les groupes folkloriques en conservant les costumes. Nous, on voulait le faire avec les histoires, les légendes, les proverbes, les histoires vraies ou les histoires pas vraies de la montagne. Et puis, cette idée est venue aussi de la préservation des monuments, de la préservation des pierres, des horis, des vieilles cabanes de montagne qui ont plus de 700 ou 800 ans, des pierres gravées, et de faire connaître tout ça. Et c'est l'époque où on a créé le journal L'Ariégeois Magazine. On pensait, quand on l'a créé, que c'était une aventure de jeunesse, puisque aujourd'hui L'Ariégeois Magazine a 35 ans. On pensait que ça durait le temps des économies que nous pouvions mettre dedans, et le temps où on se lasserait d'écrire. Et puis, vous voyez, 35 ans après, ça existe toujours, l'Ariégeois s'est développé. C'est une aventure qui a été parallèle à l'aventure de la montagne. Donc on a pu associer la recherche de la mémoire, l'histoire des vallées, l'histoire des ascensions. Et c'est fabuleux, l'histoire du Vallier. Il y a peu de pics dans l'Ariège qui ont autant de légendes et autant d'histoires vraies que le Mont-Vallier. Et cric et crac, mon connais Akabat. L'évêque Saint-Vallier, qui, après avoir fait une longue mission et qui était accompagné de son ami l'évêque Martin, évêque de Poitiers, l'évêque de Poitiers, pour remercier Saint-Vallier de sa mission, lui a offert un petit âne qu'il a appelé, bien entendu, naturellement Martin. Et donc Saint-Vallier, grâce à un don généreux d'un compagnon qui avait sculpté une magnifique croix en pierre, décida de monter cette croix en pierre au sommet du Mont-Vallier. Mais le problème était de porter cette croix, une croix qui faisait à l'époque déjà plus de 50 kilos. Alors, l'idée finalement de Saint-Vallier fut de faire porter cette petite croix par son âne Martin. Donc voilà notre âne Martin qui part dans la vallée du Mont-Vallier, la vallée exactement du Ribérotte. Et puis, arrivé non loin de la cascade de Nérèche, bien sûr, le Saint-Vallier a voulu aller faire, comme on dit, un petit besoin. Et pendant qu'il se soulageait, malheureusement, il advint un grand malheur à son âne. En effet, quand Saint-Vallier se rapproche de l'âne, plus d'âne. Et à la place de l'âne, tenez-vous bien, un ours brun, un énorme ours brun qui finissait de manger les restes du pauvre petit âne Martin. Saint-Vallier se mit dans une colère épouvantable qui l'empêcha même d'avoir peur et de craindre l'ours, au point qu'il se rapprocha de l'ours, lui prit les oreilles et se mit à lui dire « Tu as mangé mon âne, et bien maintenant tu le remplaceras, et ça sera toi qui monteras la croix du Vallier au sommet. » Et l'ours accepta ce pacte, et il accepta bien sûr d'être chargé de cette croix. Les bergers, étonnés, quand ils virent Saint-Vallier monter le long de la vallée du Ribérotte, eurent une idée ensuite. Car pour eux, le fait qu'un saint puisse arriver à dompter, à dresser un ours, leur donna une idée. Et de bouche en oreille, en effet, cette idée alla jusqu'à la vallée d'Hersé, où quelques siècles plus tard, les montreurs d'ours en firent leur métier.
Voilà. Et cette croix fut malheureusement pillée il y a quelques années. Il n'en reste plus qu'un petit bout. Et elle témoigne en tous les cas de la volonté de Saint-Vallier de vouloir monter une croix aussi lourde. Et quel fut pas son courage, bien sûr, de la faire porter par un de nos ours pyrénéens. Et cric et crac, Moukoun les Akabat. Les Pyrénées, c'est une passion. L'eau, c'est une raison. La passion et la raison. Je suis né il y a très longtemps, 1937, et puis nous avons vécu la guerre. Nous étions extrêmement misérables. Nous avions un arpent de jardin, un arpent de terre. J'ai souffert de la faim. Pourquoi? Mais parce que dans ces années-là, 43, 44, c'était la guerre d'une part. Et d'autre part, il y avait une immense sécheresse. Et on ne parlait pas toi. Et tout le monde disait « A que lo secare eso, a que lo secare eso ». J'ai vu des femmes prier pour que l'eau arrive. Elles priaient, faisaient le signe de croire que l'eau arrive. Et l'eau n'arrivait pas. Je crois que ça m'a beaucoup imprégné. J'ai connu à ce moment-là l'importance, la richesse de l'eau. L'eau, c'est essentiel. Alors après, j'ai un peu travaillé sur l'eau et je continue à penser que dans la situation actuelle, l'eau devient aussi précieuse que dans les années 43 ou 44. Parce que nous rentrons à nouveau dans des phases de sécheresse. Quelles sont les richesses de l'Ariège? Il y a le bois, un peu, difficile à exploiter, et il y a l'eau. Pour nous, ici, l'eau, c'est de l'or, comme pour l'ensemble des Pyrénées, pas uniquement pour l'Ariège. Un chiffre, il tombe sur l'Ariège 5 milliards de mètres cubes d'eau, 5 milliards. Combien en mettons en réserve? 200 millions. C'est absolument nul. Le reste, on le laisse partir. Ça s'en va inutilement. Bien sûr, ça crée de l'érosion, il y a les poissons, etc., la biodiversité. Oui, mais on pourrait avoir la même chose en augmentant massivement les réserves de l'eau barrage. Le pétrole va massivement augmenter. L'eau, c'est une ressource qui ne pollue pas. Elle donne de l'énergie durable, permanente. Nous avons une eau extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle est d'altitude. L'eau d'altitude peut avoir une foule de finalités. 1. La production électrique. 2. L'irrigation. 3. Le soutien des débits-d'étiage. À Toulouse, ils vont tirer la langue. Ils n'ont plus d'eau. Et la Garonne va se sécher. Il faudra donc l'alimenter. Et les grands barrages d'altitude qui auront de l'eau fraîche, de l'eau pure, pourront donc alimenter la Garonne. Et c'est pauvres Toulousains que c'est bon de séca, comme on dit en patron. Maresti. Oui, nous sommes très complémentaires, bien sûr. Les amis du parc, ce sont un petit peu les représentants des usagers et des habitants du parc. C'est un petit peu ça. Le parc lui-même, le syndicat mixte du parc, ce sont des élus. Donc des élus des communes, avec un président, qui gère vraiment le quotidien du parc, qui gère le financement de beaucoup de projets, etc. Nous, en effet, nous sommes là pour faire de l'animation. On organise très souvent des sorties patrimoniales, la restauration des oris, la restauration des sources. Et nous participons également à des salons, où là nous sommes en représentation pour les amis du parc, mais nous avons des actions communes très fréquemment avec le parc, donc tout se passe pour le mieux, il n'y a aucun souci. Et je dirais d'ailleurs que les amis du parc sont à l'origine du parc quand même. Ils ne s'appelaient pas encore les Amis du Parc. Nous étions un petit groupe qui était rassemblé autour de Michel Sébastien. J'en faisais partie. Nous étions 4, 5, 6 personnes. Et c'est nous qui avons lancé donc cette idée de parc il y a de cela maintenant une douzaine d'années. Et ensuite, les élus ont très vite embrayé parce qu'ils ont vite compris que c'était, je crois, une chance économique, bien sûr une chance de protection de la nature, de protection du patrimoine, mais aussi une chance économique pour l'Ariège d'avoir un parc. Et donc très vite, nous on a, je dirais, fait une année à peu près avec ce petit groupe pour lancer cette idée, qu'on a ensuite passé à 2-3 élus du département, 3 conseillers généraux, qui ont bien relayé l'idée ensuite auprès de leurs collègues. Et ça a été ensuite relativement rapide. Bon, il a fallu 10 ans pour créer le parc, mais c'est à peu près le temps qu'il faut pour créer ce genre de structure. Pour l'instant,
il faut considérer que le PNR est assez jeune. Il a été créé en 2009. Et donc c'est très peu. Aujourd'hui, le PNR, il est très peu connu hors de ses limites. Il est connu, mais relativement peu. Ceux qui connaissent le PNR et qui ne sont pas du PNR, ils cherchent ce qu'on est capable d'offrir, c'est-à-dire un paysage vraiment de qualité, un territoire préservé, une vie locale qui est très riche, et puis un cadre de vie qui est vraiment... moi qui ne suis pas originaire du coin, qui suis depuis 7 ans, un cadre de vie qui est assez exceptionnel. Vraiment de très grande qualité. Ensuite, pour les habitants, pour ce qui est des habitants du parc, le parc, c'est quoi? C'est le choix d'un développement basé sur la qualité des paysages, la qualité des produits, la qualité des entreprises, la qualité de la vie. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on fait avec les associations, avec les élus, avec les entreprises, et qui commence à prendre petit à petit, encore une fois le parc est jeune, qui commence à prendre sa pleine mesure. Alors principalement la randonnée, la protection du patrimoine, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, protection bien sûr de l'environnement, de la nature. Alors protection du patrimoine, les amis du parc, on travaille beaucoup également sur la protection des oris. Alors les oris, ce sont les cabanes en pierre qu'on trouve pratiquement sur tout le département de l'Ariège, mais je dirais plus principalement sur la partie est du département. Des cabanes également, on restaure des cabanes, on restaure également maintenant des sources. On s'aperçoit qu'on a beaucoup de sources qui se perdent, des sources qui étaient très utilisées à l'époque, soit par les troupeaux, soit par les bergers, soit par les randonneurs. Il y avait beaucoup de gens qui utilisaient ces sources. Ces sources ne sont plus entretenues, ne sont plus utilisées, souvent elles ne sont plus entourées, elles étaient entourées par des barrières ou autres pour éviter que les troupeaux les dégradent. Donc on a commencé dans la vallée de la Barguillère à restaurer la fontaine de Goutescuro, qui est au-dessus du village de Brassac, sur la commune de Brassac, sous le sommet du Picou. On a remis les pierres en place, on a remis un mur en pierre sèche également qui soutenait la terre au-dessus, on a remis un eau. Tout près de là, on a restauré un ori également qui s'appelle l'ori de la Trincade, sur un sentier de randonnée qui s'appelle la Pastorale. Donc là, il a été entièrement restauré par des bénévoles et également par un professionnel de la pierre sèche. C'est un très bel ori, duquel d'ailleurs on voit le valier. C'est assez rare d'une cabane de la Barguillère qu'on voit le valier, c'est la seule d'ailleurs. Et voilà, on est très content de ce travail parce que ça permet quand même de garder, certes c'est du petit patrimoine, je le répète, ce ne sont pas des chapelles romanes, ce ne sont pas des châteaux, mais c'est quand même le patrimoine des montagnards, le patrimoine des habitants, il est important de le conserver. Alors sur la zone montagne, on mène des actions avec les gardiens de refuge. On est en train de sortir une série de 5 livrets de découverte, des petits livrets de 32 pages, qui permettront aux gens de découvrir tous les patrimoines de et autour des refuges, des 5 refuges gardés du parc. On a mené des actions depuis maintenant 5 ans de nettoyage de la montagne. L'objectif c'est d'offrir une montagne propre. Donc on a monté des opérations avec les amis du parc de nettoyage autour de certains refuges. On fait de la communication, de sensibilisation auprès des pratiquants de la montagne, pas uniquement les randonneurs, les pêcheurs, ainsi de suite. Et puis on vient cette année de réaliser une série de petits cendriers jetables pour éviter que les gens jettent leurs mégots partout par terre sur les sentiers. Alors ça c'est sur l'action, une des facettes de l'action montagne. Après on est actif sur la valorisation du bois, sur le développement économique, la valorisation des produits locaux, sur les économies d'énergie, sur le patrimoine, sur les paysages. Donc en fait, c'est un panel d'actions qui est quand même assez large. Pour la mémoire collective. Si c'est dans ce but qu'on remet une croix pour marquer que nos anciens sont passés par là, je suis absolument d'accord. Par contre, si c'est pour marquer une marque religieuse, à ce moment-là, il faut tolérer que les autres le fassent. À ce titre, pas ici dans le Couserans, parce qu'ici dans le Couserans, on n'a jamais été cathare. Au contraire, les évêques de Saint-Lizier ont combattu les cathares. Mais par contre, dans la vallée de l'Ariège, où ils étaient cathares, on pourrait se demander si ce n'est pas des croix cathares qui devraient monter au sommet. Parce que l'occupation française, nous sommes ici, nous, des Gascons. Eux, ils sont des Languedociens, à côté à Foix. Mais nous sommes tous des Occitans. Et c'est parce que la France a vaincu l'Occitanie, c'est-à-dire notre peuple, qu'aujourd'hui nous sommes français. Mais il ne faut pas oublier que notre révolte, elle était venue, et que qui a aidé les barons venus du Nord, c'est quand même l'Église catholique. Et on avait à ce moment-là des croix cathares. Alors est-ce que demain, si l'on met
C'est un débat intéressant. Si on remet des croix cathares en haut de nos pics, je pense par exemple au Saint-Barthélemy, je pense même au Saint-Sauveur, puisque quand même le comte de Foix était cathare. Qu'est-ce qu'on nous dira? Parce que notre véritable origine, elle est là. Elle est quand même un peuple qui a été vaincu par des barons du Nord, aidé par le Vatican, par Innocent III, par les traités de Latran, par la victoire de Simon de Montfort sur Pierre d'Aragon et sur le comte de Foix à la bataille de Muret. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est français. Sinon on ne serait pas en France aujourd'hui. Il y aurait des États du Sud, un grand État du Sud avec la Navarre certainement. Une partie de l'Italie et une petite partie de l'Espagne actuelle. Et la Catalogne. Et d'ailleurs... Le Val d'Aran. D'ailleurs, tout se rejoint parce qu'à l'époque, la France occupait la Catalogne quand on a mis la croix du Valier. En 1671, quand Bernard de Marmiès était évêque et est venu en procession, il venait de succéder à Pierre de Marca, qui était évêque du Couserans mais qui n'est jamais venu, parce qu'il avait été nommé pour diriger la Catalogne au nom du roi de France. C'était l'évêque du Couserans qui dirigeait à Barcelone la Catalogne. Mais moi, quand j'étais gosse ici, dans la cour de récréation, on ne parlait pas français. Oui, ça peut être un grand cairn. Mais il existe des grands cairns, par exemple du port de Coulac, les grands cairns du Fourcat, on appelle ça les hommes debout. Ces grands cairns, en général, beaucoup sont sur la frontière. C'était un signe, bon, ça marquait le port, mais c'était un signe aussi d'amitié. Chaque fois qu'il y a eu des guerres, dans le passé, bien entendu, il y a longtemps, mais chaque fois qu'il y a eu des guerres entre la France et l'Espagne, il n'y a jamais eu la guerre entre la vallée que vous avez là et la vallée qu'elle a derrière. Il y avait ce qu'on appelait les traités de Ly et Passerie. Tous les bergers, il y avait des passages sans arrêt, ils ne faisaient pas la guerre. La guerre, elle commençait à 10 km après, comme ici, elle commençait à 10 km derrière. Et ces grands cairns étaient le symbole pour nous. Est-ce que c'était ça? Ils existent depuis toujours. On dit, tiens, ce grand cairn, bon, mais ce grand cairn qui est à tel col ou qui est à tel endroit, il existait peut-être il y a 1000 ans, on n'en sait pas. Voilà. C'est vrai que c'était souvent le rapprochement des peuples. Voilà, le rapprochement des peuples catalans, occitans, aragonais, voilà. Pays basque aussi, puisque sur toute la frontière. Aranais, pour nous ici Aranais. On retrouve en effet tous ces grands cairns. Voilà, il y en a tout le long de... C'était des signes d'amitié à mon avis. Alors après, on va retrouver ça dans toutes les montagnes du monde. Pour moi, oui, il y a une ambiance pyrénéenne des deux côtés. Depuis le moment que je suis tout petit, il n'y a jamais eu de frontière. On a toujours passé la frontière, je dirais, relativement facilement. On s'est toujours rencontré avec les Catalans de l'autre côté, les Aragonais de l'autre côté également, avec les gens de Gavarnie. Et on retrouve ça sur toute la chaîne. Il faut aussi rendre hommage à des gens qui, au cours de l'histoire, ont installé ces croix du Valier. Je penserai surtout à Léon Sainte-Croix, qui en 1987, avec Jean Fauroux, ici présent, avec Jean Soum, dont je vais parler tout à l'heure, avec Loïc Nanceau, ont installé la croix qui a été démolie à coups de masse l'année dernière. Valère, Valérius, Saint-Vallier, qui c'était ce bonhomme. On sait qu'il est mort persécuté. On sait, pour certains qui vivaient au IVe siècle, pour certains autres au Ve siècle, pour certains ont même écrit dans Ariège Histoire que c'était en 541 qu'il était sur le siège de l'évêché. Ça fait 300 ans d'écart tout ça. Certains disent qu'il venait d'Espagne. Non, c'est pas vrai, c'est Saint-Lizier qui venait d'Espagne. Ce qu'on sait, c'est qu'il est le fondateur de l'évêché du Couserans. C'est important pour ceux qui croient, et c'est aussi important pour ceux qui ne croient pas. Puisque toute notre histoire du Couserans, jusqu'à la Révolution française au moins, c'est quand même l'histoire de l'évêché du Couserans. Mais on va trouver aussi d'autres symboliques qui vont rassembler. On remarque également actuellement dans beaucoup de refuges, mais aussi dans des maisons dans nos vallées, des drapeaux à prière tibétains. Alors ce sont des gens qui, pour la plupart, bien sûr, des gardiens de refuge ou des montagnards, vont au Tibet, vont au Népal, ramènent ces drapeaux. Et là aussi, je pense que
cette religion étant vraiment faite de tolérance, je crois qu'ils ont envie de porter cette tolérance dans les Pyrénées. Et là aussi, c'est une symbolique. Je crois que cet esprit de tolérance, on parlait tout à l'heure également du catharisme, je crois que le catharisme pour nous, Occitans, c'est vraiment la religion de la tolérance avant tout. Et je crois que tout ce qui peut être de la tolérance, je crois qu'il faut que ce soit mis en avant. Donc à ce titre, nous sommes ici ce soir au refuge des Estagnous, dans le cadre d'un projet mis au point par Michel Sébastien, notre premier président des Amis du Parc. Et c'est grâce à lui que nous nous retrouvons ici ce soir à 120 personnes. Et demain, nous attendons 200 personnes au sommet du Vallier pour inaugurer officiellement la croix du Vallier qui a été posée le vendredi 13 juillet 2012 par Michel Sébastien et son équipe de montagnards, avec un temps qui va être un peu froid, il faut le dire, mais je trouve que ce soir l'ambiance est très conviviale, montagnarde, comme nous les aimons. Ouais, ben, il fait très froid dehors, donc on a tout le monde dedans. On a une centaine de personnes ce soir pour le repas, 75-76 pour dormir dedans. Donc ça fait 2 services, donc voilà, là entre deux, je prends un moment pour discuter avec vous, mais je vais y retourner assez rapidement. Je suis gardien ici depuis 11 ans. J'étais infirmier avant, j'avais un autre job. J'ai choisi les Estagnous quand la place s'est libérée. Et puis je travaille avec une équipe de collègues, là, Laurent, mon associé, puis 2-3 collègues qui sont là pour l'occasion. Parce qu'il faut aussi bosser le reste du temps. On fait d'autres activités. Mon collègue travaille dans le ski et moi je suis accompagnateur, je fais des randonnées avec les clients, en raquette principalement, mais aussi à l'étranger. Il y a un esprit dans les Pyrénées. Il y a une montagne à dimension humaine, peut-être un peu moins fréquentée, en tout cas dans certains secteurs. Même si ici, il y a quand même pas mal de monde. Ouais, il y a quelque chose qui se dégage, alors c'est difficile à définir comme ça, mais il y a l'esprit pyrénéen, je crois, autour de la convivialité, de la gastronomie, une identité forte. Et puis voilà, chaque vallée est différente et chaque esprit est différent dans chaque vallée. Et je crois que c'est cette richesse qu'il faut conserver, il faut l'aménager, il faut qu'on puisse en vivre. Et je crois qu'il faut aussi respecter les gens des vallées, les éleveurs autour, et puis le milieu dans lequel on vit. Pas trop surdéveloppé, de façon à ce que ça reste quand même un endroit agréable et surtout sympa à fréquenter. Ce soir on a beaucoup de monde parce qu'il y a une grosse manifestation demain. Sinon c'est quand même un peu plus organisé en général. Là c'est un peu plus en live et à l'arrache. Mais bon, ça se fait quand même, les gens sont de bonne humeur et tout va bien se passer. Alors principalement les gens viennent pour faire le Vallier. C'est un sommet majeur dans les Pyrénées parce que c'est un sommet qui n'est pas forcément le plus haut, mais c'est un sommet qui se voit de partout, qui a une histoire. Donc, il y a l'histoire de Valerius, de l'évêque, et de la croix là-haut. Mais aussi une histoire pendant la guerre, parce que les gens sont passés ici pour fuir les nazis et s'échapper côté espagnol. Dans l'autre sens, les Espagnols sont passés par ici aussi pour fuir le franquisme. Il y a toute une histoire, ils ont passé minier. Et puis, c'est quand même un très très beau coin des Pyrénées. Donc les gens principalement viennent pour faire le Vallier, mais on a aussi une clientèle qui tourne en boucle autour du Vallier. On a monté une boucle qui s'appelle Passaran, qui fait 5 jours de randonnée avec les autres hébergements du coin, donc avec une ou deux étapes côté espagnol. On a aussi des gens qui viennent côté Sex, l'autre vallée de l'autre côté, par le col de Payre Blanc, c'est un itinéraire un peu plus ambitieux que celui qui est ici. Bien qu'ici on a déjà 1300 mètres de dénivelé, c'est déjà une randonnée en soi que de venir au refuge. Puis bon, il y a les lacs, il y a les animaux, la réserve de Loinef, donc il y a quand même pas mal d'atouts concentrés dans un même lieu. Donc les gens viennent quand même avec plaisir, même s'il faut marcher beaucoup pour venir chez nous. Alors c'est vrai que juillet-août il fait souvent plus doux, plus beau. Ensuite le mois de septembre, souvent les jours sont plus courts mais il fait quand même assez beau. Le mois de juin, juillet, il peut y avoir de la neige, donc c'est une autre montagne un peu plus difficile mais quand même avec un attrait intéressant, c'est la neige, le relief. Donc voilà, chaque période a sa particularité. C'est vrai qu'on travaille quand même plus juillet-août et septembre que juin, voire octobre, on est ouvert quelques week-ends dans la saison. On clique Refuge Estagnous, sinon on va aller trouver notre site assez facilement où il y a tout indiqué pour venir, les tarifs, et puis aussi ce qu'on propose ici, puisqu'on fait des animations.
Tous les vendredis soirs, on fait des soirées à thème au refuge. Donc voilà, les gens sur notre site peuvent avoir des infos. Ça n'empêche pas qu'il faut appeler par téléphone pour réserver. C'est plus facile pour nous, même si depuis peu on a de l'internet ici. On peut prendre les réservations par téléphone et d'expliquer aux gens un peu comment ça fonctionne. Quelqu'un qui démarre, il faut partir avec du beau temps. S'il fait mauvais temps, il vaut mieux aller visiter du patrimoine, une église, un château, etc. Plutôt que de galérer, de ramer en montagne ou de prendre de l'eau, se méfier bien sûr des orages, voilà. Et puis avoir un équipement adapté. Il faut démarrer progressivement. Selon ses capacités physiques, il faut savoir faire uniquement 3 heures de marche en famille à la découverte par exemple de la faune ou de la flore, en ayant un thème ou d'un lac magnifique, puisque les enfants adorent l'eau, ou carrément une rivière. Et puis partir, si possible, avec quelqu'un qui connaît déjà l'itinéraire, qui peut faire parler les pierres, qui peut raconter le paysage, qui peut raconter les fleurs, qui peut raconter le bétail qu'on rencontre. J'ai fait cela avec mon fils, je lui ai raconté la nature et j'ai doublé les horaires. À 5 ans, je l'ai amené au sommet du Canigou et surtout s'arrêter si on voit qu'on n'a pas les capacités pour faire une randonnée qui est hors niveau, parce qu'on n'est pas préparé, parce que c'est trop long. Et puis toujours prendre la météo et se méfier du mauvais temps, parce que le mauvais temps, il est mauvais pour tout le monde, même pour nous. J'ai été en difficulté en montagne, donc ça permet de se retrouver face aux éléments et de rester humble. Et ça m'a donné le goût de l'effort qui m'a permis de réussir dans ma vie d'instituteur, dans ma vie personnelle aussi, familiale. Et puis je l'ai retransmis à mes élèves, puisque j'avais des cours moyens de 2e année. Et tous les ans, je finissais l'année par une petite randonnée en montagne. Je l'ai préparée par un travail d'endurance et je leur offrais un bâton taillé à la bonne lune, en tige de noisetier qu'il façonnait ou que mon père finissait de façonner. Et j'étais l'instigateur d'un des projets en France. J'ai lancé la randonnée pédestre à l'école élémentaire en France. J'ai amené des cours moyens d'une 1re année et 2e année sur le sommet du Canigou, au-dessus de Perpignan, le sommet mythique que tout le monde veut voir. Après, un excellent travail de préparation d'endurance qui permettait aux enfants de ne pas peiner, accompagnés par des parents d'élèves et bien sûr des professionnels de la montagne, et organisant la soirée au refuge au niveau du patrimoine. Je montrais aux enfants que de faire cet effort pour arriver sur un sommet, et bien dans la vie, ils retrouveraient ce goût de l'effort. Et beaucoup qui sont mariés maintenant, que je retrouve, me le disent. Ils me disent, monsieur, vous nous avez donné le goût de l'effort. Et ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs et une de mes fiertés. Alors ici c'est un refuge qui a une grande capacité, on a 78 places, on cuisine très local, on fait partie du Club des Saveurs, c'est un club de producteurs et de restaurateurs et de gardiens de refuge de l'Ariège. Et on essaie d'acheter un maximum local, tout n'est pas possible, hein, mais on achète principalement des produits locaux et on travaille beaucoup sur le versant cuisine, c'est une partie qui nous intéresse, on est bien amateurs nous-mêmes, donc on aime bien aussi faire plaisir aux gens. C'est le moment de vérité parce que c'est là où on va demander qui mange à midi. Très bonne soirée, tout le monde est bien arrivé a priori. Nous allons donc terminer sur le second service bientôt. On termine celui-là, ce soir une soupe à l'ail, on a eu un civet de confit de canard, fromage du pays et tarte amandine avec. Un mec qui est arrivé, il me dit c'est pas un peu de sang, je sais pas si je peux le faire. Ah bon, vous voulez faire manger les résultats ? Je vais leur monter les trucs à la Ça va, il n'y a pas... Ouais, c'est bon. Thank you.
très sympathique d'être là. Je vous remercie, je vais peut-être demain. Et on me dit que notre ami Jean-Louis a poussé le bouchon un peu, non? Oui. Ça fait un mois qu'il éternue. Ah bon? On peut essayer de la comédie. C'était pas le seul, hein? Merci. C'était pas le seul. Moi j'avais la gorge qui grattait. Arrête, c'est une caméra là. Prison de mes amours. Elle fit la rencontre le soir au coin de Poix d'un jeune troubadour, poète Montmartrois. Elle lui a demandé si l'âme d'un poète peut faire un serrurier. Reporter de service. On y va? Jacques, tu y es? On va y aller, on va y aller. En forme? On devrait y aller.
arriver. Mais le temps n'est pas avec nous, c'est comme ça la vie. Et puis ça ne va pas se dégager. Alors on estime que là-haut il fait -5. Et qu'à -5 on ne peut pas faire de béton. Donc une partie de l'opération ne se fera pas. Voilà. Bon, alors il faudra remonter dans sa douche. Ouais, mais c'est beau. Tiens, vous êtes là, vous? Vous allez coucher là? Au sommet arrive. Quand tu vas passer dans le commun, j'ai dit, ça y est, ça se lève, vous voyez? Oui, ça va se lever, bien sûr. Ah ben oui, C'est trop vite, hein. Précis là. La prise était pas bonne, il nous a dit le monsieur. Il faut courir là. C'est maintenant qu'on est dans la boîte. Il reste 5 minutes. Coucou. Comme dans un refuge. Voilà, ça ronfle pas trop. Ça ronfle, ça bouge. Bon, ça fait partie du charme.
chuchote un peu. Ah oui, elle est trop froide, il paraît. Non, faut monter jusqu'à haut pour l'avoir à 3. Oh non, si, c'est trop. Fais attention à ça. Moi j'arrive du niveau de la mer en plus. Ah, j'ai pas regardé l'heure. On est monté vite, hein. Oh, on est parti à 9h moins 10, on est arrivé à 10h15. Hein, 10h15. Combien? Ça fait 1h20. Oui, on a fait 600 mètres à 1h30. Non, c'est bien, on est jeunes. Je te donne un truc quand on sera parti. Celui aussi, c'est sympa. Ouais, par là, non? Wow, on démarre, regardez. Voilà, c'est bon. Ça, c'est rigolo. Hein. Ouais, c'est pas ici. C'est vraiment très plaisir hein, que je sois là. Je suis là. Ça arrive. T'as pas de gars? Oh là là. Tu les vois? Là, on a les deux. On est entre les deux. On les deux là, avec François. Superbe. On dira François, on y était. Hein, malgré le temps hivernal. Nous avons des preuves. Vas-y, merci. Et l'autre avec Mathieu. Voilà. Donc moi, je suis parent avec Alfred là-bas. Il tenait la possession. Ah oui, je... Alors elle est, hein? D'accord. Ah ouais, Casalet, 58 ans. Nickel. Nickel, avec Jean, avec Casalet. C'est super, ça va l'exposition. Attends, il faut que tu la vois, je vais le baisser. Est-ce que tu la vois bien là? Oui. Non, je ne vois rien. Attends. Si, on voit. Regarde bien, j'ai mis le grand angle en plus. Oui, c'est là. J'ai mis le grand angle. Ouais, moi, mais non, mais appuie un premier coup, l'appareil lui il voit. J'utiliserai pour commencer la phrase du philosophe: l'homme porte en lui de quoi se dépasser lui-même. Et ce, dans tous les domaines. Le domaine physique, vous l'avez montré. Le domaine intellectuel, vous le prouvez. Le domaine spirituel, Jean paierait à la croix.
puisque tout cela, c'est une transcendance. Nous avons l'immense chance d'être ici, près des étoiles, et pour ceux qui y croient, sans doute, près du bon Dieu. J'ai terminé. Cependant, je voudrais offrir un cadeau au pyrénéiste le plus célèbre, qui est quelque part par là, parce qu'en dehors de ce canal de Montagnard, il a gravi 214 fois le Vallier aujourd'hui, donc il mérite bien ceci. Jean et moi, je ne sais pas vous dire. Pierrot, où est Pierrot? Et Pierrot, il va pas venir. Il est à côté de moi, c'est l'honneur. Alors voilà, Pierrot est là, on lui donne ce cadeau qui est très mérité. Parce qu'alors, de ce talent de montagnard exceptionnel, c'est aussi le talent de musicien. Oui, je m'arrête et naturellement, il ne faut pas qu'on l'embête. je donne la parole à Jean. Merci. Bravo Michel! Bravo Michel! Hurrah! Seigneur, de bénir cette croix, afin qu'elle soit toujours parmi nous un signe de ralliement, c'est-à-dire d'unité, de paix et de tolérance. Que chaque fois que nous regarderons le sommet depuis nos vallées, nous nous souvenions du sens de ce signe et que nous soyons encouragés à être nous aussi dans notre vie de tous les jours des artisans de paix et d'unité, que nous soyons croyants ou non. Voilà. Alors, daigne bénir, Seigneur, cette croix que nous avons érigée ici à ton nom. Il est éteint. Par fidélité à la mémoire de nos ancêtres, qui érigèrent la première il y a 300 et quelques années. Elle était pour eux un témoignage de foi, la mémoire de confiance et un appel à la protection. Une invitation à regarder plus haut, à voir plus large, afin de ne pas nous enliser dans les mesquineries quotidiennes, mais plutôt de rechercher tout ce qui peut nous unir et apaiser. Voilà. Merci beaucoup. Non, je prends les deux. Mais toi, tu adores là. Mais tu adores. Je prends les trois. Voilà, pourquoi tu m'as abandonné? Et ça, c'est une parole du Christ. Je te fais C'est qui fait pas froid. C'est là que tu te forges une expérience de montagnard. Le feu de vie, d'accord. Mais quand on est arrivé, le premier Vallier, j'en suis pas 214, c'est pas... Et peut-être que j'aurai la fin de mon existence pour faire 214. Elle est là. Et ma copine. La brume et la neige, on me porte du salut. Il fait bon, ça dormit au refuge le soir, près du feu qui s'éteint au pays des... Bon, c'est quand même une ambiance ce truc. Merde. Qu'est-ce que là? C'est inédit. Ça va, allez, va. C'est bon. Bravo. Allez, va. La goutonnée, on repart. Ton cœur est mon refuge et tes yeux sont pour moi. C'est la Allez. Le ravitaillement.
les particularismes s'exacerbent. Tu as de la xénophobie, du racisme, et beaucoup d'intolérance. Mais oui, mais c'est pour ça que c'est le même. Tu as lâché 2 ou 3 fois le mot tolérance, j'ai entendu. Et c'est pour moi, je crois actuellement le mot le plus important de la langue française, avec liberté. Tolérance et liberté, pour moi, c'est 2 mots qui sont... Et encore peut-être mieux que tolérance, ce serait reconnaissance. Parce que tolérer, c'est essayer de les intégrer, de les considérer comme une richesse. Le mot tolérance a été un peu galvaudé. À l'origine, tolérance ne veut pas dire ouais, je le tolère parce que ça ne voulait pas dire ça. La tolérance, ça veut dire faire attention à autrui. C'est tout. Non, mais aujourd'hui, oui, mais il a été un peu modifié. Il a tendance à prendre oui, mais c'est ce que disait Jean. Moi, pour moi, le mot tolérance signifie reconnaissance. Reconnaître ce qu'il y a dans l'autre. Oui, voilà, reconnaître la différence. Mais là, oui. C'est vrai que la force du mot reconnaissance, c'est quand même très différent. Parce que tu reconnais, c'est beaucoup plus fort. Tu vois, parce que je le préfère à intégration. Oui, non, mais écoute, c'était... Humblement. Non, mais c'est merveilleux ce que tu as fait. Bon, d'abord, financièrement, quand même, il faut que je donne quelque chose. Il faut payer. Je me dis, et quoi, qu'est-ce que tu veux payer? Je vais t'expliquer. Quand même, en 1973, nous avons créé une association pour la protection des rivières et des sites d'Ariège, à laquelle tu as adhéré d'ailleurs, en son temps. Après, elle a sclérosé. Mais nous avons une immense chance à ce temps-là, c'était une des premières de France. En 1973, on ne parlait pas d'association de protection de l'environnement. Et on me convoque à la préfecture, on me dit, est-ce que vous voulez des subventions? Je dis oui. Combien vous voulez? Le maximum. En 1973, il y en avait. Ils nous ont filé l'équivalent de 10 000 €. L'équivalent de 10 000 € à l'époque. Alors on les a mis à la banque. Et puis la croix du Monseigneur, on a payé avec ça. La croix du Valier, on a payé avec ça. C'est pas moi qui paie. L'hélicoptère, on a payé avec ça. C'est l'association. Sans compter qu'on a des porteurs gratuits comme Pierre là-bas, donc c'est bien. En plus. Donc Jean, personne ne doit rien. Nous avons eu la chance d'être à l'heure pour des subventions. Et on en a un peu encore, il nous en reste. Un peu moins qu'avant, mais donc tu n'as rien à payer. C'est bien. Non, mais avec plaisir. La croix, elle a coûté 620 €. Oui, puis sinon on avait payé 300, donc c'est 620 €. Et le transport d'hélico qui devait nous coûter rien du tout, puis après on s'est fait posséder comme des enfants, nous a coûté 574 €. Au total, ça fait 1 200 € l'opération. Donc vous pouvez payer. Ah oui, je n'ai pas précisé. L'hélicoptère, on a partagé avec le refuge et les hospitaliers. Oui, voilà. Ah, sinon, c'est plus cher l'hélicoptère. Il n'y a rien qu'une mise en place de l'hélicoptère. Malgré l'hivernal, c'était très beau. Nous reviendrons chaque année pour repeindre la croix. Et dans tous les cas, on est redescendu parce que c'était un peu gelé là-haut. Donc il vaut mieux boire ici. Il faut dire Guadalajara. C'était bon. Dis Guadalajara. Marie. Non merci, moi j'ai mon petit Ah si, c'est pour la photo. Ah non, je sais pas faire ça. Mais à la catalane. Ah, regarde à la catalane, comme Claude. Oula, là. Je ne sais pas s'il y a un aspect pyrénéen, je ne peux pas répondre. Ce que je sais, c'est qu'il y a les Pyrénées, qu'elles sont belles et que je les aime beaucoup. Elle n'a pas monté, je ne sais pas. Vous allez voir après. Bon, à bientôt.